Les principaux manques des forces aériennes chinoises sont les suivants. Concernant sa souveraineté industrielle, donc sa BITD, c'est de développer de manière autonome des réacteurs de forte poussée. Le J-20 n'est toujours pas équipé du WS-15 et le FC-31 est doté de réacteurs de facture russe. Même si la Chine a fait de ce segment une priorité, elle reste fortement dépendante de composantes d'origine étrangère. La dépendance, en particulier concernant un domaine aussi critique que les moteurs, est un vrai risque. Un risque de ne pas pouvoir produire en masse des moteurs évolutifs durant un conflit prolongé. La Chine aura des difficultés à financer son armée, et donc son aviation, par la voie de l'export pour deux raisons principales. D'abord, la Chine s'est imposée comme un leader du low cost, et même si elle tente une montée en gamme à l'export, elle reste limitée dans sa valeur ajoutée qu'elle peut faire dans ses ventes. Par ailleurs, le marché est obstrué par les Occidentaux qui, non seulement ne sont pas des destinations à l'export, mais peuvent également exercer des pressions sur des pays qui pourraient être tentés par du matériel chinois. La loi américaine CAATSA est un puissant instrument juridique démontrant un type de pression possible. Cette loi permet d'interdire à des pays étrangers d'acheter du matériel militaire de rivaux stratégiques comme la Russie ou la Chine, sous peine de sanctions économiques. Le ravitaillement en vol est un défaut des forces aériennes chinoises qui amoindrit sa capacité de projection de la puissance, avec seulement 3 Ilyushin 78 Midas et un seul Xi'an Y-20U, la version ravitailleur du Y-20, entrée en service en 2022 dans l'armée de l'air. Développé dans les années 2010, il devrait constituer le futur du ravitaillement chinois. En attendant, la Chine se trouve hors du top 10 en nombre de ravitailleurs dans sa flotte active, si l'on accepte la dizaine de H6 transformés en ravitailleurs, aujourd'hui obsolètes, et pouvant être vidés en un seul transfert par un Sukhoi 30 MKK. Une solution existe, mais révèle à quel point le ravitaillement en vol est un réel défaut capacitaire, étant pourtant un pilier de l'appui aérien stratégique. Cette solution palliative est la bétonisation d'îles et la construction d'aérodromes en mer de Chine, ce qui est en cohérence avec sa stratégie d'appropriation des îles de la région. Son manque d'expérience opérationnelle est un réel point faible. La Chine n'a plus connu la guerre depuis 1979 contre le Vietnam. Les intrusions dans l'Adise taïwanaise, quand bien même nombreuses et régulières, ainsi que les différents exercices conjoints en vertu des coopérations évoquées, ne suffisent pas à tester, éprouver et ajuster hommes et machines face au combat. Une autre difficulté de taille, et pas des moindres, se pose aux forces aériennes chinoises, celle du combat aérien conjoint entre les différentes armées. La Chine a profondément revu ses doctrines ces 20 dernières années et réorganisé sa chaîne de commandement. La collaboration interarmée était contradictoire avec la structure traditionnelle de l'armée chinoise afin de renforcer la résilience du régime face aux troubles intérieurs. Le contrôle politique étant encore très important, les doutes subsistent même si la Chine tente de mener des missions de patrouille et d'interception conjointes entre la marine et l'armée de l'air au-dessus de la mer de Chine. Voici un tableau qui résume et évalue grossièrement les capacités des forces aériennes chinoises en englobant tous les domaines utiles à une appréciation globale. Une note colorisée, qui reste relative aux capacités d'autres pays, est attribuée à chaque critère. Sont évalués l'aspect financier, l'environnement géostratégique, la capacité de projection, les capacités opérationnelles, les capacités de la BITD, ainsi que la qualité intrinsèque des appareils et les systèmes d'armes qui les accompagnent. Revenons sur certains des points qui n'ont pas encore été abordés. S'agissant de l'environnement géostratégique, la Chine est en manque d'alliances et de coopération sécuritaire. Les États-Unis possèdent une 50aine d'alliances à travers le monde, tandis que la Chine n'en a qu'une avec la Corée du Nord,
nouée en 1961 et renouvelée en 2021. Nous avons vu que la coopération avec la Russie n'est qu'un simple partenariat, pas une réelle alliance. Cela a un impact plus ou moins direct sur les capacités aériennes chinoises, dans la mesure où les exercices conjoints sont plus rares et la coopération moins profonde. Cela limite également les accès à des bases étrangères, limite les transferts de compétences ou techniques. L'OCS ou les BRIC, dont la Chine fait partie, n'ont quant à elles pas de réel objectif sécuritaire, mais avant tout politique et économique. S'agissant des capacités opérationnelles, l'expérience opérationnelle est un manque important qui se prouve par l'absence d'engagement en conflit depuis la guerre perdue face au Vietnam en 1979, où les forces aériennes ont d'ailleurs été très peu engagées, mais se prouve également par le recrutement d'anciens pilotes occidentaux, une trentaine de Britanniques, des pilotes français et allemands, pour renseigner les dernières tactiques de combat occidentales et pouvoir les contrer, en l'absence justement de confrontation. Quant à la facilité de recrutement, les forces aériennes chinoises éprouvent des difficultés à recruter et à encadrer, notamment dans l'aéronaval, difficultés qu'éprouvent la plupart des armées. Ce problème est essentiel dans la mesure où on a beau produire du matériel en quantité, si le facteur humain ne suit pas, ce matériel devient inutile. Le général Fleury, alors chef d'état-major de l'armée de l'air, disait à propos de l'engagement dans la guerre du Golfe en 1991. Ce conflit nous a montré que, si le niveau de sophistication des armes est déterminant, l'homme reste l'élément primordial, car il est sans aucune ambiguïté le plus apte à faire face à des situations inédites et à optimiser l'emploi des systèmes d'armes. Quant aux appareils, les drones sont un outil extrêmement intéressant dans la stratégie dite de zone grise mise en place en mer de Chine. Il s'agit de mener des actions de violation de domaines maritimes ou aériens, mais à une intensité permettant de rester sous le seuil de confrontation pour que ces actions ne paraissent pas assez clairement légitimes pour mériter une réplique ou que l'enjeu ne vaut pas la peine d'engager une confrontation armée. Une incursion d'UAV peut paraître un degré en dessous par rapport à une incursion d'un chasseur par exemple. Depuis quelques années, les drones chinois violent de plus en plus l'Adize taïwanaise, mais le Japon est aussi victime d'incursions près des îles Senkaku, Diaoyu, contestées, et passant au-dessus du détroit de Miyako vers le Pacifique. Comme les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et le Japon, la Chine intègre de grands drones dans ses opérations navales. Deux constatations sont à établir lorsque l'on parle des drones militaires chinois. La première est que la Chine est la plus grande productrice de drones au monde, en captant une grande partie des marchés commerciaux et militaires. La partie commerciale est importante, car l'armée profite énormément du dynamisme du secteur des drones commerciaux chinois, en accord avec la stratégie nationale de l'intrication militaro-civile. Ainsi, les forces aériennes emploient une très large gamme de drones, couvrant tous les types de missions, des moyennes altitudes longue endurance ou haute altitude longue endurance, que ce soit le BZK-005, le BZK-007, le CH-4 Rainbow ou le TB-001. Certains sont les plus avancés au monde, comme le CH-5, le WZ Soaring Dragon ou le Wing Long 2. Pour certains d'entre eux, leurs performances peuvent être équivalentes au MQ-9 Reaper ou RQ-4 Global Hawk, et surtout pour un prix pouvant être divisé par 2. L'autre constatation que l'on peut établir, c'est qu'en revanche, plusieurs drones chinois n'ont pas encore une conception 100% nationale. La copie et le vol de propriété intellectuelle restent à l'ordre du jour. Par exemple, le Faiyong FH-97 est suspecté d'être une copie du XQ-58 Valkyrie américain au vu de sa forte ressemblance. Par ailleurs, certains moteurs leur font encore défaut, comme le moteur WP-13 du Soaring Dragon, en réalité une copie du R-13 russe. Même si dans le secteur des drones militaires, la Chine se place parmi les toutes meilleures nations mondiales, que ce soit en termes de performance ou de nombre, plusieurs questions demeurent. Le degré d'intégration des drones aux forces aériennes reste encore flou. On ne sait pas si, par exemple, un BZK-005 peut transférer les images ou les données vidéo de ses capteurs directement à d'autres avions avec équipage. On ne sait pas non plus si un équipage de KQ-200 ou KJ-500 peut prendre le contrôle de l'UAV. Par ailleurs, le secteur en émulation nécessite la sélection et la formation de nouveaux pilotes et opérateurs, de créer des nouveaux cadres de formation et d'intégrer tout cela
dans des exercices réalistes. Développé dans les années 60 en copiant le MiG-21F-13, à ce moment les relations sino-soviétiques se dégradaient et les soviétiques stoppèrent leur soutien technique, le J-7 fut mis en service dès 1966. Ce chasseur léger à aile delta fut le premier chasseur chinois assez performant pour améliorer significativement la qualité de la chasse chinoise. À partir de 1971, la Chine en exporta sous la désignation de F-7 en Irak, en Égypte et en Corée du Nord. À la fin des années 70, naissait le J-7-2 avec un moteur plus puissant, et sa version d'exportation désignée F-7B fut vendue au Mozambique, au Soudan, au Sri Lanka, en Tanzanie, au Bangladesh, à l'Égypte ainsi qu'à l'Irak. Les années 80 virent les relations sino-soviétiques s'améliorer et permirent la production sous licence d'une nouvelle version baptisée J-7-3. 8 pays achetèrent sa version export, le F-7M. Une version nommée F-7P Skybolt fut spécialement développée pour le Pakistan. Le constructeur Gizhou produit une version biplace d'entraînement appelée JJ-7. À partir du programme J-7-2, Chengdu développa le J-7E, la meilleure des versions du J-7. On lui fournit une voilure à double delta pour augmenter les angles d'incidence et la portance. Il gagna 45% de manœuvrabilité, 43% de performance globale, et 84% d'efficacité au combat en plus. Une version améliorée du J-7E, le J-7G, entra en production au début des années 2000. Le moteur du J-7G, un Gizhou WP-13F, délivre une poussée de 4500 kg, 6600 kg avec réchauffe, pouvant procurer à l'appareil une vitesse maximale de Mach 2,1. La version J-7G améliore les performances du point de vue de l'électronique, avec un head-up display modernisé et un viseur de casque entre autres, ainsi que du point de vue de l'armement. L'appareil peut emporter, grâce à 4 pylônes, 1,8 tonnes de charge offensive. Il peut emporter ou bien 4 missiles RR courte portée PL5 à guidage infrarouge d'une vitesse de Mach 2,2, ou bien 4 missiles RR courte portée PL8 à guidage infrarouge fournissant au pilote une capacité Fire and Forget, ou bien 4 missiles PL8B d'emploi tout temps et procurant au J-7 une capacité BVR, Beyond Visual Range. 2400 appareils furent construits au total. Aujourd'hui, la PLAAF opère encore environ 390 J-7, principalement des J-7E et J-7G, dont 80 pour ce dernier. La marine en utilise quant à elle encore une trentaine. Le J-7G, plus en production à ce jour, n'a pas été produit en quantité suffisante pour remplacer les J-7E complètement obsolètes. Bien que de prime abord, le J-8 ne semble être qu'un simple MiG-21, ou plutôt un J-7 plus grand, il marque en réalité un pas significatif dans la BITD chinoise, puisque l'appareil allait recevoir un certain nombre de modifications. À commencer par le fait qu'il soit un biréacteur. Le tout premier prototype décolla pour la première fois en 1969, et de nombreuses versions suivirent, malgré un relativement faible nombre d'exemplaires construits au total, environ 390. Le J-8H possède deux réacteurs WP-13B, lui fournissant 2 fois 7000 kg de poussée avec post-combustion, et ainsi qu'une vitesse d'environ 2300 km/h, et pouvant aller à 18 000 mètres d'altitude. Avec ses 6 points d'emport, il peut emporter 4,5 tonnes de charge militaire, à savoir des missiles RR courte portée PL9 à guidage infrarouge, et des missiles RR moyenne portée PL11 à guidage radar semi-actif, un dérivé de l'AIM-7 Sparrow américain, d'une vitesse avoisinant Mach 4 et d'une portée de 75 km. Le J-8H peut en outre emporter des missiles RR moyenne portée à guidage radar actif PL12, comparables à l'AIM-120 AMRAAM américain, et procurant au J-8H une capacité BVR. Son avionique améliorée grâce à un radar modernisé permet au J-8H d'avoir une portée de 80 km à capacité look-down-shutdown, avec la capacité de suivre 10 cibles et d'en engager 2 simultanément. Construit à 50 exemplaires, des J-8D ont été mis au standard J-8H, et il est intéressant de noter qu'il est ravitaillable en vol. Il semblerait que la PLAAF
n'opéreraient plus que 96 J-8, tous des J-8H. La marine possède quant à elle encore une quarantaine d'exemplaires. Le J-10 est certainement l'appareil qui fit rentrer l'aviation militaire chinoise dans la modernité en concevant un chasseur multirôle de génération 4.5 et de conception nationale. Développé à partir du milieu des années 80 grâce à une importante aide technique israélienne, il s'inspire fortement du F-16. Il fit son premier vol en 1998 et entra en service quelques années plus tard. Le J-10 est destiné à former la colonne vertébrale de la PLAAF en tant que chasseur multirôle de supériorité aérienne et d'attaque de surface, en complément des JH-7, eux dans un pur rôle d'attaque au sol. Le J-10 introduit les commandes de vol électrique en Chine. Cependant, le J-10 devait initialement être équipé de moteurs chinois, mais face à la difficulté de les développer, le J-10 fut équipé d'AL-31FN russes, lui donnant 13 000 kg de poussée. Ce n'est qu'à partir de 2020 que le WS-10B équipe les J-10C sortis d'usine, lui procurant 14 680 kg de poussée, et cette version peut alors aller à plus de Mach 1,8. Il peut emporter près de 5,6 tonnes de charge offensive, à savoir des missiles RR courte, moyenne et longue portée PL-8, PL-10, PL-12 et PL-15, des missiles air-sol YJ-91, la version chinoise du KH-31, et KD-88, des roquettes air-sol de 90 mm, ainsi que des bombes lisses et guidées laser et guidées satellite. Son radar AESA à impulsion Doppler a une portée de 100 km. Il peut suivre 10 cibles et en engager 4 simultanément. Surnommé commercialement Vigorous Dragon à l'export, seul le Pakistan en a pour l'instant commandé une vingtaine en 2021 et commence à les exploiter depuis 2022. A noter que le J-10 est l'appareil de la patrouille acrobatique chinoise. Censé rivaliser avec les meilleurs chasseurs des années 90, il semble aujourd'hui qu'il puisse effectivement concurrencer des Sukhoi 27, des MiG-29, des Mirage 2000 et des F-16, mais moins probablement des F-35, Eurofighter et Rafale. Il est comparable en termes de capacité au F-16 Block 42. Aujourd'hui, la version J-10C est privilégiée pour la production de masse, aux côtés des J-16 et J-20. Plus de 200 en auraient été produits depuis 2016. D'ailleurs, cette version est dotée d'un radar à balayage actif et peut emporter des missiles RR courte portée PL-10 à guidage infrarouge, comparables à l'AIM-132 ASRAAM britannique ou à l'AIM-2000 Iris-T européen. Le J-10C peut également emporter des PL-15, un missile RR très longue portée, entre 200 et 300 km, à guidage radar actif, mis en service en 2016 et destiné à remplacer les PL-12. La PLAAF en exploite plus de 500 en version A, B et C, et la marine environ 25, uniquement pour la surveillance du littoral. En 1996, la Chine obtient une licence de production du Sukhoi 27K, nommé localement J-11. La première version était destinée à la chasse et à l'interception, pouvant emporter 4 missiles RR-PL-8 et 6 missiles RR-PL-9. Le radar du J-11A permet d'engager 2 cibles simultanément, et pour accroître ses capacités, il fut décidé de doter à l'appareil la capacité d'emporter des missiles RR russes R-27, R-72 et R-77. La version J-8B voit l'appareil être doté de 2 réacteurs WS-10A de conception indigène, lui fournissant une poussée à sec totale de 26 000 kg. Il peut également emporter en plus des missiles RR moyenne portée PL-12. La PLAAF aurait en service environ 380 J-11A, B et BS, la version biplace, alors que la marine en opérerait 72. Le J-16 est en réalité un J-11BS, lequel est basé sur un Sukhoi 30 MKK et doté de l'avionique du biplace russe. Il a été développé dans les années 2010 pour des missions d'attaque au sol et de pénétration à basse altitude. Équipé d'un radar AESA, il peut, grâce à de nouveaux pylônes, emporter une très grande diversité d'armements pour une charge de 8 tonnes. Il peut entre autres délivrer des missiles anti-navires subsoniques YJ-62 et YJ-83K,
ainsi que des missiles RR-PL-10 et PL-12, des missiles de croisière KD-88 ou bien des bombes guidées laser LS-500J. La PLAAF en a plus de 250 en service et la cadence de production a significativement augmenté ces dernières années. L'armée de l'air possède 32 Sukhoi 27, tandis que 24 Su-35BM commandés en 2015 sont opérationnels depuis 2018. La Chine a acquis une centaine de Sukhoi 30 MKK, répartis aux 3/4 pour la PLAAF et une vingtaine pour la marine. Développé à partir du milieu des années 90, ce chasseur de supériorité aérienne de 5e génération aurait bénéficié pour sa conception de technologies tirées d'un F-117 Nighthawk abattu en Serbie en 1999, alors que la Chine n'avait aucune expérience dans le domaine et ne pouvait bénéficier du soutien russe de la Russie post-guerre froide. Connaissant des difficultés à développer son moteur indigène WS-15, la Chine se résigna à doter temporairement le J-20 des mêmes moteurs équipant les Sukhoi 27, puis le J-20 fut équipé du WS-10 aux capacités équivalentes. Lorsqu'il entra en service en 2017, la Chine se trouvait alors comme la deuxième puissance aérienne à employer des chasseurs furtifs, puisque les Sukhoi 57 russes ne rentrèrent en service que 3 ans plus tard. La différence, c'est que depuis lors, la Russie peine à maintenir ne serait-ce qu'une dizaine de ses chasseurs opérationnels, tandis que la Chine en aurait plus de 20 fois plus. Il est doté d'ailes delta, de plans canard et de poussées vectorielles augmentant sa maniabilité. L'avant du fuselage reprend celui du F-22, tandis que les entrées d'air reprennent celles du F-35. Le J-20 ne semble pas conçu pour le dogfight, étant moins maniable qu'un F-22, et il n'a d'ailleurs pas de canon mitrailleur. Il peut en revanche aller jusqu'à Mach 1,5 en super croisière et parcourir 6000 km. Avoisinant les 40 tonnes en pleine charge, le J-20 est capable d'emporter en soute 4 tonnes d'armement, comme des missiles RR-PL-10, PL-12 et PL-15. Le F-22 Raptor ne peut qu'emporter lui seulement un peu plus d'1 tonne d'armement en soute, mais 9 tonnes en externe. Le J-20A peut quant à lui, s'il renonce à sa furtivité, emporter plus de 6 tonnes de carburant ou d'armement supplémentaire en externe, répartis sur 4 points d'emport. Il est également prévu que cette version puisse emporter le missile très longue portée PL-21, comparable à l'AIM-260 américain, ainsi que des Small Diameter Bombs guidées de 50 ou 100 kg. La SER est estimée à 0,05 m², pourtant on parle de furtivité lorsque la SER est inférieure à 0,01. Par ailleurs, le J-20 n'apparaît jamais face à des chasseurs adverses lors d'interceptions. Autant d'éléments qui mettent en doute les réelles performances de l'appareil et même sa classification de chasseur de 5e génération. Une version biplace d'entraînement, le J-20S, aussi parfois appelé J-20B, serait en développement, notamment face à la difficulté du constructeur Chengdu de développer des simulateurs de vol. Il sera probablement équipé du WS-15 et pourra remplacer à terme le J-20 monoplace. Selon diverses sources émanant de sites spécialisés, la flotte active du J-20 chinois, début 2023, serait d'au minimum 150 appareils, mais pourrait atteindre en réalité jusqu'à 208 exemplaires. Ces estimations se fondent sur les numéros de série des appareils lors de shows aériens et sur une hypothèse de production minimale de cellules pour chacun des 4 lots de production, respectivement de 18, 46, 56 et 70 appareils, confirmant au passage une accélération de la cadence de production. Il est à peu près certain que le nombre de J-20 en service aura dépassé celui des F-22, actuellement au nombre de 185.